Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, lecture d'articles. hein, euh, il y a un article tout à fait intéressant du blog Perspective communiste. Apparemment, c'est un blog écrit par un certain Nicolas Maury. Enfin, c'est le blog d'un certain Nicolas Maury. Et l'article que je vais vous lire est tout à fait intéressant. Je mettrai le lien en description. Mm. Et cet article se nomme Il faut combattre le postmodernisme, cet anti-marxisme. Lecture. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et de démasquer le piège du postmodernisme, loin de la gauche Twitter et de ses argumentations en 280 caractères. Il faut désormais avancer pas à pas pour reconquérir le terrain idéologique perdu par le mouvement ouvrier ces dernières décennies. Il est temps de crier haut et fort Ni Chagou Nazad. Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Lénine, que faire 1902. L'actualité regorge d'articles concernant des termes étranges. On parle des woke, de la cancel culture, de privilèges blancs, de l'indigénisme, des décoloniaux, des racialistes, etc. Derrière ce vocabulaire multiple, souvent péjoratif, se cache en réalité un courant politique et philosophique que l'on appelle le postmodernisme ou la postmodernité. Cette dernière polémique en cette dernière politique en date vise Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Il se trouve accusé de racisme, de suprémacisme blanc, pour avoir expliqué que l'accès à une bonne alimentation, illustrée par la gastronomie française, est une bataille des communistes. Les gauchistes postmodernes se sont engouffrés dans cette polémique, comme la peste s'est abattue en Europe au XIVe siècle. Ce courant politique et philosophique forme l'appareil idéologique du capitalisme néolibéral. Depuis les années 2000, ce courant politique et philosophique se structure aussi à gauche. D'abord dans les milieux gauchistes, petits bourgeois et universitaires, il porte plusieurs noms. Le plus connu est celui de woke ou éveillé, mais son véritable nom est intersectionnalité. Cet anti-marxisme est devenu aujourd'hui la matrice idéologique d'un nombre important d'organisations et groupuscules à gauche. On le trouve à l'UNEF, à ELV, chez les trotskistes, chez les anarchistes libertaires, et même chez certains communistes. Il doit être analysé maintenant, il doit être analysé comme un révisionnisme et combattu comme toutes les idéologies qui visent à maintenir le système d'exploitation capitaliste. Qu'est-ce que le postmodernisme? Dans les années 60 se développe un courant philosophique que l'on nomme postmoderne ou French Theory. Ce courant se positionne clairement en rupture vis-à-vis des traditions idéologiques de la modernité, le marxisme et le matérialisme dialectique et historique. Ce courant sera porté en France par Foucault, Deleuze, Derrida, Althusser et d'autres. Ironiquement, du fait de l'importance du mouvement ouvrier en France et de la force culturelle du marxisme, cette French Theory va surtout trouver un écho aux États-Unis, avec Judith Butler, Gayatri Chakravorty Spivak, Kimberlé Crenshaw, celle qui inventera le concept d'intersectionnalité, etc. Dans les années 2000, la French Theory fait son retour en France en prenant différentes formes. Dans les années 2000, la French Theory fait son retour en France en prenant différentes formes. Études de genre, études postcoloniales, etc. Tous ces courants ont un lien. Ils rejettent le matérialisme dialectique et historique. Le matérialisme dialectique et historique nous apprend que les rapports de production définissent l'ordre social, l'ordre économique, politique et social. Alors, le premier, le rapport infrastructure ou base, superstructure. L'infrastructure, ce qui permet à la production, permet et produit la superstructure, c'est-à-dire des idées d'une société, c'est-à-dire des productions non matérielles. La seconde, la division de la société en classes sociales antagonisme. La bourgeoisie, qui possède les moyens de production, s'oppose au prolétariat, qui vend sa force de travail. La question du lumpenprolétariat, ou prolétariat en haillons, doit être analysée avec prudence. La troisième, la lutte des classes comme moteur de l'histoire. Le postmodernisme comme courant philosophique, et donc comme idéologie superstructure qui s'inscrit dans le mode
de production du capitalisme néolibéral, infrastructure, il se caractérise par la montée de l'individu comme unité de compte, au détriment des classes sociales. Il s'inscrit dans le grand schéma d'organisation de la production néolibérale qui place la primauté de la microéconomie au détriment de la macroéconomie. En quoi le postmodernisme est un antimatérialisme, un anti-marxisme? Eh bien, parce qu'il est une idéologie du néolibéralisme, par sa négation des rapports de classe, par sa négation du lien entre le rapport de production et la société, et par le développement de la primauté des luttes individuelles, sociales, il voulait dire sociétales, je crois, oui, déconjuguées les unes des autres, souvent mises en opposition, notamment chez les féministes, au détriment de la lutte des classes. Ce courant idéologique connaît une croissance importante car il profite de l'effondrement du Parti communiste français, de l'abandon du marxisme à gauche et s'engouffre dans le vide laissé par le recul du mouvement ouvrier. Pour la petite bourgeoisie en quête de révolution, le postmodernisme permet de s'indigner sans remettre en question les véritables causes des problèmes sociaux, le capitalisme. En quoi ce courant est une impasse? Pour moi, c'est un peu évident. Si l'on s'attarde sur la grille d'analyse proposée par le courant postmoderne intersectionnel, on constate qu'il y a une mauvaise analyse de la réalité de la société. Le premier écueil est la faillite de la transposition du calque intersectionnel tel qu'il est proposé aux États-Unis sur la France. Si l'on revient plus haut, avec le lien infrastructure-superstructure, on constate que les deux pays ne proposent pas la même lecture. Les États-Unis sont fondés sur la spoliation des terres appartenant aux peuples natifs. Le développement des États-Unis se fait sur l'institution de l'esclavage jusqu'en 1865, qui se maintient indirectement par l'instauration de lois ségrégationnistes toujours d'actualité. Aujourd'hui, la superstructure des États-Unis est telle qu'une approche intersectionnelle est valide, mais elle est elle-même intégrée dans la réflexion des communistes états-uniens, mais subordonnée au marxisme-léninisme. En France, il n'existe dans la superstructure, aucune coïncidence possible avec le fonctionnement interne des États-Unis. En France métropolitaine et dans certaines mesures dans les départements d'outre-mer, une égalité de toutes et tous devant la loi. Les institutions existent, n'en déplaise à certains. Il n'y a pas de racisme d'État ou systémique comme en Alabama ou dans le Mississippi. Au pire, sans non plus ériger cet exemple au niveau de la ségrégation, en France métropolitaine, les premiers groupes victimes d'une discrimination systémique sont des groupes linguistiques régionaux, bretonnants, catalanophones, des groupes linguistiques régionaux, bretonnants, catalanophones, bascophones, etc. Le reste des discriminations découle de l'infrastructure, c'est-à-dire du mode de production. Le deuxième écueil est de croire que les luttes, sectionnées les unes des autres, dégagées du combat de classe, peuvent faire éclater la révolution et faire émerger le communisme. L'intersectionnalité en France accepte le capitalisme et l'intègre pleinement comme le seul destin de l'humanité. Lorsque des personnes portant l'intersectionnalité comme fer de lance acceptent de devenir des égéries de luxe français, pas connus pour être très sociales, écologiques et responsables, elles acceptent le capitalisme comme norme, infrastructure, et donc maintiennent de facto l'ordre existant, superstructure. De plus, la négation de la lutte des classes chez certains démontre que la bourgeoisie accepte très bien certaines évolutions du moment que cela lui permet de maintenir ou de développer son taux de profit. On trouve ainsi des grandes compagnies pétrolières devenir plus inclusives, des médias issus de dictatures et pétromonarchies réactionnaires devenir tendance, comme AJ+. Même la CIA et le FBI valorisent l'intégration. Cela signifie-t-il que les mobilisations spécifiques sont invalides? Bien sûr que non. Elles découlent de problèmes réels, de véritables souffrances qui doivent trouver des réponses à la fois immédiates mais surtout politiques. Le problème, c'est que les réponses sont mauvaises, soit parce qu'elles font un hors-sujet, soit parce qu'elles sont trop morales, soit parce qu'elles développent une approche réactionnaire. L'un des travers visibles du postmodernisme, c'est la banalisation de l'antisémitisme, du racisme et d'une forme de crétinisme. L'un des travers visibles du postmodernisme, c'est la banalisation de l'antisémitisme, du racisme
et d'une forme de crétinisme. Je répète, si on n'avait pas entendu, c'est assez important. Parmi les promoteurs du postmodernisme se trouvent des antisémites notoires qui utilisent des combats contre le racisme, la colonisation de la Palestine, pour développer une haine des Juifs. Le dernier exemple en date se trouve dans un space Twitter dirigé contre le PCF. Une intervenante, qui se revendique ancienne membre du PCF, explique tranquillement qu'il existe un complot juif au sein du PCF pour chasser les antiracistes. Le postmodernisme banalise totalement le racisme et accepte l'existence d'une division raciale de la société, qu'il nomme race sociale pour tenter de se distinguer de l'extrême droite classique. Cette ignominie est même théorisée par l'existence d'un privilège blanc, au détriment d'une nouvelle catégorie sociale, les racisés. Mais cette analyse, biaisée d'une lutte entre les blanches et les racisés, explique qu'un prolétaire blanc est un oppresseur pour un bourgeois racisé. Au sein du prolétariat, c'est le travailleur blanc qui opprime le travailleur racisé, et pas le système d'exploitation capitaliste. Il t'explique que les travailleurs, la classe ouvrière, est racisée et que la bourgeoisie est blanche. Que l'universalisme, c'est-à-dire le corpus minimal permettant de garantir à toutes et à tous une égalité de principe, c'est raciste. Que le communisme, c'est raciste, car le congrès de Bakou de 1920 aurait vu la victoire des communistes blancs russes sur les peuples musulmans d'Asie centrale et du Caucase. Il existe un jeu devant permettre de prouver cette théorie, le « check tes privilèges ». Dans ce jeu ludique, il faut avancer d'un pas à chaque fois que tu es concerné par un privilège. Eh bien, les personnes juives ou juives, doivent faire un pas car ils ont un privilège, celui d'être juif ou juive. On retrouve cette méthodologie aux États-Unis avec la discrimination positive. Elle frappe durement les personnes asiatiques parce qu'elles détendraient un privilège, celui d'être asiatique. Si l'on revient en France, les promoteurs de cette théorie sont bien silencieux face à l'explosion des agressions contre les personnes asiatiques par des racisés, sous des prétextes sous des prétextes ouvertement racistes, porteurs de virus, personnes riches, etc. Voici là le niveau de crétinisme que l'on peut atteindre. La lutte contre le racisme ne peut en aucun cas se faire par la promotion de race sociale. C'est dans la lutte des classes que les solutions se trouvent. Que faire ? Après la chute de l'URSS, le développement de la phase capitaliste néolibérale se fonde dans le domaine des idées, par l'imposition de nouvelles conceptions du monde appelées postmodernité, à laquelle se rattachent des petits récits. La vérité est toujours relative et dépend du point de vue de chaque faction ou groupe social. C'est le sens de la conception populiste réductionniste de Laclau et de Mouffe, Ernest Laclau et Chantal Mouffe, où des élites tentent de mobiliser les masses à partir de mythes. Selon Lyotard, un autre gourou de cette idéologie, le postmodernisme expliqué aux enfants, il n'y a pas de vérité objective. Tout est un récit construit historiquement. La science est un mythe de la raison éclairée, pas moins dogmatique que la raison. Que la religion, pardon. La science est un mythe de la raison éclairée, pas moins dogmatique que la religion. La fragmentation sociale postmodernisme, basée sur la diversité, Bernabé, les luttes transversales, écologie, féminisme, etc., sont parfaitement acceptables pour le système capitaliste dans la nouvelle étape de la mondialisation. Il ne s'agit plus d'une lutte de classe, mais d'une infinité de luttes partielles, confinées à des espaces domestiques, privés, académiques et sectoriels, entre femmes et hommes, entre Occident contre Orient, centre versus périphérie, privilèges versus exclus, ethnocentristes versus minorité, etc. Les mots de Lucas sont un assaut sur la raison qui fragmente la lutte émancipatrice de l'humanité. Comme un âne attaché à une roue, il forme un cercle vicieux qui ne laisse pas le langage, le récit et le discours, sans comprendre que l'idéologie dominante, ou le récit comme il l'appelle, est celui de la classe dirigeante, d'un mode de production particulier, et que les rapports de pouvoir des classes sociales sont structurés en fonction des rapports de production d'un système économique donné, une réalité qui transcende et détermine le langage et le discours.
Derrière le charme du mot, les postmodernes refusent de comprendre que toute lutte partielle s'inscrit dans un système socio-économique dominant qui englobe les phénomènes partiels et transversaux. Comme ils n'ont pas de vision de la classe, la division repose sur une opposition entre la bourgeoisie et des opprimés pour des raisons culturelles, de genre, d'ethnie, etc. Il ne suffit pas de changer de langue, de déconstruire, comme le dit Derrida, d'avoir la conscience de l'oppression, étudiant ces manières subjectives de l'exprimer et de la produire. Ils oublient le mécanisme collectif de la lutte des classes, en tant que moteur de l'histoire dans toutes les sociétés qui ont existé à travers la civilisation humaine. Les thèses postmodernes conduisent au réformisme et au gauchisme. Il suffit d'observer les organisations qui propagent ces thèses pour comprendre qu'aucune d'entre elles ne souhaite rompre avec le capitalisme. Il n'existe plus réellement d'organisation d'importance capable de défendre idéologiquement, politiquement et structurellement la révolution en France et le renversement du capitalisme. C'est pourquoi le socialisme-communisme permet d'éviter l'écueil du réformisme et du gauchisme. Aujourd'hui, le débat d'idées ne tourne qu'autour des mots d'ordre définis par la bourgeoisie. Il faut donc être en capacité à réagir. Lorsqu'on est en difficulté sur un sujet clivant, il faut toujours revenir sur les fondamentaux, ne pas céder un centimètre à l'ennemi de classe. Pour les communistes, il est important de raisonner en marxiste-léniniste, non pour se faire plaisir, mais pour comprendre aux enjeux du XXIe siècle, mais pour bien répondre aux enjeux du XXIe siècle, mais aussi coller aux réalités matérielles de 2021. Nous devons nous interroger sur nos modes d'organisation afin de répondre sans faux semblant et débats théoriques stériles à un besoin de parler, de s'organiser à partir de ressentis individuels. Nous devons nous interroger sur nos modes d'organisation afin de répondre sans faux semblant et débats théoriques stériles à un besoin de parler, de s'organiser à partir de ressentis individuels. Pour cela, il ne faut pas hésiter à refonder des organisations spécifiques comme il en existait dans les premiers temps du mouvement ouvrier. Dans une logique marxiste-léniniste, chaque organisation dite de masse a un rôle, un public, et il faut, pour que cela fonctionne, un parti d'avant-garde, composé des éléments révolutionnaires conscientisés, formés et issus de ces organisations de masse, donc des réalités des luttes. À chaque problème, il y a une solution. En aucun cas, les luttes dites sociétales doivent être légitimées. Elles s'inscrivent dans le combat global contre le capitalisme. Tout est lié et la réponse doit passer par A. La création d'organisations de masse spécifiques aux luttes, le tout coordonné par un parti communiste d'avant-garde. La seule forme d'intersectionnalité qui vaille, ce sont celles d'organisations de masse spécifiques qui convergent vers le parti communiste pour conduire au socialisme-communisme. B. Le renforcement de la conscience de classe, dans la production comme dans les lieux de vie. Cela passe par des formes de mobilisation spécifiques au combat à mener, et le tout avec des militants et militantes révolutionnaires conscients, formés et qui comprennent la relation socialisme-communisme. C. La dénonciation des thèses opportunistes postmodernes. La bataille sera rude car ces thèses ont pénétré les organisations de la classe ouvrière. C'est la dénonciation des thèses opportunistes postmodernes. La bataille sera rude tant ces thèses ont pénétré les organisations de la classe ouvrière. Oublier volontairement ou pas ces luttes dites sociétales serait préjudiciable car, comme l'exprime avec justesse Lénine, la révolution socialiste peut éclater non seulement à la suite d'une grande grève ou d'une grande manifestation de rue, ou à la faveur d'un référendum à propos de la séparation d'une nation opprimée, etc. Pour conclure, le but ultime des communistes est de prendre le pouvoir et de construire une société nouvelle sans les outils d'exploitation et d'oppression du capitalisme, le socialisme, phase immature du communisme. Pour cela, il faut un logiciel idéologique fort, le marxisme-léninisme, et un parti révolutionnaire et d'avant-garde. Notre parti éduquera les masses, notre parti éduquera ses militants. Je dis bien notre parti, pas un autre parti, mais notre parti et son comité central. Fidel Castro, 3 octobre 1965.
Donc, alors, cet article, eh ben, apparemment, date de 2021, est tout à fait intéressant. Pour une fois, on a un... Vous voyez, là, on a un parti, on a une analyse très lucide de la situation. Quand on a des organisations qui se revendiquent communistes, marxistes, léninistes, marxistes, ou même ou on peut même parler des trotskistes, ça a un peu influé dans leur orga. Bon, ça influe beaucoup plus chez les anards et les sociodémocrates. C'est logique. À la fois, hein, c'est le lieu de base, c'est la social-démocratie libertaire, si on reprend Kluskar. Ah, cet article, apparemment, non, date du mardi 18 janvier 2022. Bon, quoi qu'il en soit, ouais. Euh, donc, en fait, c'est tout à fait logique qu'on ait voulu faire, que la bourgeoisie ait voulu faire entrer un mode de pensée anti-marxiste dans les partis marxistes. Et ça, c'est très intéressant qu'on ait des gens qui aient cette analyse-là de la situation. Il va falloir que les communistes non posmo, anti-posmo, s'organisent, en fait. Qu'on ait une analyse, que les communistes et même les socialistes, en fait, enfin, même on peut s'allier avec des sociodémocrates pour l'occasion, enfin, qui seraient pas touchés par ce genre de truc, hein. Des sociodémocrates qui seraient frexiteurs et qui seraient anti-postmodernes, ça, ce serait d'excellents alliés. Euh, voilà. Mais on a besoin, en tout cas, nous autres communistes, d'avoir un parti qui soit très clair sur ce genre de sujet qu'est le postmodernisme. On doit rejeter tous les éléments, un parti ou une orga, qui doit rejeter tous les éléments du postmodernisme idéologique. Avec ça, on a des gens qui sont plus capables de réfléchir de façon matérialiste dans les partis communistes. Ça devient un boulet notoire. Et ça, c'est extrêmement important quand on est communiste, marxiste ou marxiste-léniniste ou ce que vous voulez, ou trotskiste même, on peut inclure les trotskistes. Si tu raisonnes pas de façon matérialiste, hein, tu n'es pas matérialiste. Hein, si tu ne raisonnes pas de façon matérialiste, je veux dire, tu n'es pas communiste en fait. Tu ne peux pas être réellement un bon communiste si tu ne raisonnes pas de façon matérialiste. Et universaliste, puisque en fait, en l'occurrence, diviser les prolos entre eux, c'est entre blanc, noir, tout ce que vous voulez, ça devient homme, femme, homo, hétéro, tout ça. Ça devient le meilleur moyen d'empêcher la lutte de classe en fait. La stratégie de division identitaire. Effectivement, en fait, on a le capital, il a le beurre, l'argent du beurre et le goût de la crémière. C'est-à-dire qu'il va utiliser le communautarisme. Ces communautés, ces identités, elles vont se battre entre elles, éventuellement, parce qu'elles ont pas grand point commun entre elles, hein. On peut pas les articuler, c'est faux. C'est juste nier des contradictions qui existent d'intérêt entre ces minorités. Ces minorités, ces identités, elles sont à la fois des bons clients et des bons soldats. Elles vont fragmenter la lutte de classe, hein, moi je, moi je, moi je, hein, et être de bons clients pour l'augmentation du taux de profit, hein, pour l'augmentation de la plus-value, hein. Ça va être de bons petits consommateurs. Euh, c'est très clair, ça. On va être très clair là-dessus. Voilà. Et ensuite, soit tu as d'un côté la division communautaire, et quand elle merde trop, comme tu n'as pas de parti de classe en face, tu as la division individuelle, l'atomisation sociale la plus complète. Et là, tu as des individus complètement aliénés, hein. Tu as tous les dégâts psychologiques, matériels qui s'y trouvent, hein. Et une augmentation de toutes les logiques capitalistes derrière, hein. L'isolement des individus à échelle ultra. Soit on est dans un truc communautariste, soit on a la pente communautariste, donc ils ont eu une solidarité limitée qui n'est pas de classe, et avec tout son paternalisme interclassiste au centre de gens qui partagent la même identité. Soit on a l'atome social avec des gens qui disent, qui sont dans le mythe du self-made man, il faut travailler tout seul pour s'en sortir, tu peux pas faire confiance à ton voisin.
l'individualisme libéral, voilà, qui se combine avec le logiciel communautariste. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour la lutte de classe. C'est vraiment le moyen de faire péter la lutte de classe à fond. Voilà. Et donc, du coup, l'analyse de cet article est tout à fait... L'analyse proposée par cet article est tout à fait pertinente. Alors moi, je suis pas un... Dans un... Je suis pas... J'aurais plus du mal à me définir sur certains points marxistes-léninistes, on y reviendra. Il y a des choses qui sont excellentes dans le marxisme-léninisme. Il y a des choses sur lesquelles je suis plus critique, mais l'analyse matérialiste de la société est toujours nécessaire. En fait, la lutte des classes, on peut pas se couper la lutte des classes, comme le font ces petits bourgeois qui se disent communistes ou qui sont en fait des gauchistes. Et donc, du coup, voilà, il faut vraiment qu'on construise des vraies organisations ouvrières. Prendre en compte la lutte des classes et pas les petites luttes identitaires à deux ronds qu'on a aujourd'hui justifiées par des gauchistes. Des gauchistes qui ont d'ailleurs des comportements droitiers. Bon. Je remercie l'auteur de cet article. J'imagine que c'est Nicolas Maury, parce que je vois pas le nom de, enfin, à moins que ce soit un autre. Oui, pour cet article, parce qu'il est extrêmement intéressant, en tout cas. Et donc, du coup, je vous demande à tous de partager cette vidéo, de partager cet article surtout, que je vais mettre en description, parce qu'il est essentiel aujourd'hui de lutter contre le capital, à la fois pour lutter contre cette idéologie toxique qui a des conséquences au niveau de la société qui sont tout à fait terribles. Hein. Voilà, c'est des conséquences tout à fait malsaines. Ouais. Ça crée une société tout à fait malsaine, tous ces relents identitaires. Ça crée des idéalistes, toutes ces conceptions idéalistes complètement pétées, qui sont à la fois mauvaises pour vous, pour la vie en société, hein, pour la capacité du vivre ensemble, et pour le vivre ensemble républicain, et pour la lutte de classe, en fait. C'est un moyen de bloquer la lutte de classe. Vraiment, c'est un truc ultra dystopique pour... les gens sont ont vraiment l'impression de vivre dans une dystopie totalitaire, en fait. Mais sans que ce soit un État, sans même besoin d'un État ultra autoritaire qui met des caméras partout. Au contraire, avec un truc qui est diffus, vague, voilà. Bon, sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je souhaite à tous de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons. J'ai envie de dire le socialisme ou la mort. Hein, la socialiste, la patrie ou la mort. Mais voilà. En tout cas, courage à vous. Salut!